Le capitaine Ibrahim Traoré déclare « Je peux tout perdre sauf les intérêts de mon pays ». Un homme d'affaires arrogant se moque des partisans d'Ibrahim Traoré. Sa réponse laisse tout le monde sans voix. Dans le studio de télévision à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, l'atmosphère est tendue. Les projecteurs illuminent le décor avec une intensité presque irréelle, créant un contraste frappant avec la simplicité des constructions environnantes. Au centre de la scène, deux figures se distinguent. Un homme d'affaires français éminent et le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, un leader charismatique et visionnaire qui a accédé au pouvoir après un coup d'État qu'il a lui-même dirigé, promettant de rompre avec des décennies d'exploitation économique et de néocolonialisme. L'homme d'affaires français, vêtu d'un costume impeccablement taillé, ajuste sa cravate tout en lançant des regards distraits autour de lui. Il semble confiant. Comme s'il était habitué à dominer n'importe quel environnement dans lequel il entre. De l'autre côté de la table, Ibrahim Traoré est assis avec une posture calme mais ferme. Ses yeux reflètent la détermination. Et sa présence exhale l'autorité. Il n'a pas besoin de vêtements extravagants pour impressionner. Sa force réside dans ses idées et la confiance qu'il inspire au peuple burkinabé. Autour d'eux, l'équipe technique travaille dans un tourbillon de langues. Certains producteurs locaux parlent en mouré leur langue maternelle, tandis que d'autres traduisent rapidement en français pour les oreilles étrangères. Les opérateurs de caméra, visiblement nerveux, vérifient leurs équipements à plusieurs reprises. Un assistant s'approche de l'homme d'affaires avec une bouteille d'eau locale, mais celui-ci, sans même lever les yeux, demande de l'eau minérale importée. Ce détail, apparemment banal, résonne comme un symbole des inégalités économiques qui pèsent sur la région. L'attente est électrique. Le thème de l'interview, l'influence économique française au Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, suscite déjà des débats passionnés. Dans tout le pays, ainsi qu'au sein de la diaspora burkinabé en France, les spectateurs se préparent à suivre ce dialogue crucial. Le journaliste, connu pour son approche directe et ses questions incisives, relit ses notes une dernière fois. Chaque mot semble soigneusement pesé, chaque phrase méticuleusement formulée pour ne laisser aucune place aux évasions. Pendant ce temps, l'homme d'affaires, assis avec une posture rigide, affiche une expression confiante qui frôle l'arrogance. Il semble sûr de son rôle, convaincu que sa présence ici est un privilège pour le Burkina Faso. Cependant, dans les coulisses, des murmures discrets en mouré trahissent une tension sous-jacente. Les regards échangés entre les membres de l'équipe technique reflètent une méfiance collective envers cet homme dont les intérêts économiques sont souvent perçus comme néocoloniaux. Le moment approche. Le réalisateur, un jeune burkinabé dynamique, donne les dernières instructions en mélangeant français et mouré. 3 minutes avant le direct, annonce-t-il. L'équipe se positionne progressivement, chacun prenant sa place. L'homme d'affaires prend une gorgée d'eau, son sourire crispé dissimulant à peine une certaine nervosité. Ibrahim Traoré, en revanche, reste calme, comme s'il savait déjà que ce serait un jour historique. Les lumières clignotent une dernière fois avant de se stabiliser. Le silence envahit le studio, perturbé seulement par le bourdonnement lointain des ventilateurs. Tout est en place. Les caméras se positionnent, focalisées sur cette scène, où bien plus qu'une simple interview sera débattue. C'est une confrontation symbolique entre deux mondes, deux visions, deux histoires entrelacées depuis des décennies. Et puis, lorsque la lumière rouge s'allume, marquant le début de la diffusion en direct, l'air semble vibrer d'une énergie indescriptible. Le réalisateur lève la main, compte silencieusement jusqu'à 3 et pointe vers les caméras. La lumière rouge s'allume et le studio est enveloppé d'une tension palpable. Le journaliste burkinabé, avec un calme professionnel, commence. Par une introduction réfléchie mais chargée de gravité. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition spéciale consacrée aux relations économiques entre la France et le Burkina Faso. Un sujet d'une importance extrême, surtout dans le contexte post-coup d'État dirigé par Ibrahim Traoré, qui a redéfini les dynamiques politiques et économiques de notre pays. L'homme d'affaires français, assis devant Ibrahim Traoré, écoute distraitement son regard parcourant la salle, comme s'il évaluait le public. Il porte un costume Armani impeccable, ses chaussures italiennes brillant sous les projecteurs, son sourire légèrement condescendant,
trahit une confiance qui frôle l'arrogance. Ce n'est pas un homme habitué à être interrogé. Il est là pour dicter, expliquer et justifier. Le journaliste pose sa première question, directe et sans détour. Monsieur, quelle est votre opinion sur les investissements français au Burkina Faso depuis l'accession d'Ibrahim Traoré au pouvoir? Comment voyez-vous l'avenir de ces relations économiques? L'homme d'affaires ajuste légèrement sa posture. Comme s'il se préparait à livrer un discours préparé. Les investissements français, répond-il d'un ton mesuré mais teinté, de supériorité, ont toujours été un pilier du développement économique en Afrique de l'Ouest. Malheureusement, nous assistons aujourd'hui à une montée de politiques anti-occidentales, dirigées par des figures comme Ibrahim Traoré, qui menacent non seulement nos intérêts, mais aussi la stabilité économique de cette région. Il marque une pause, fixant soigneusement la caméra avant de continuer. La France, rappelons-le, a joué un rôle civilisateur essentiel ici. Nos entreprises ont construit des infrastructures, créé des emplois et permis à ce pays de se développer. Ceux qui critiquent notre présence aujourd'hui devraient se demander à quoi ressemblerait le Burkina Faso sans notre soutien. Un murmure discret parcourt l'équipe technique. Certains échangent des regards entendus, tandis qu'un opérateur de caméra grince des dents. Ibrahim Traoré, jusqu'alors silencieux, lève un sourcil, comme s'il évaluait les paroles de l'homme d'affaires. Le journaliste, impassible, note rapidement quelque chose dans son carnet avant de lever les yeux. Vous parlez d'un rôle civilisateur. Mais beaucoup ici voient cela comme une forme de néocolonialisme économique. Comment répondez-vous à ces accusations? L'homme d'affaires rit doucement, un rire sec et méprisant. Néocolonialisme, c'est un terme utilisé par ceux qui refusent de reconnaître les bénéfices mutuels de nos partenariats. Nous investissons, créons des opportunités, en échange, nous recevons des matières premières et des marchés stables. C'est une relation gagnant-gagnant. Ceux qui affirment le contraire sont souvent mal informés ou manipulés par des idéologies populistes. Le ton paternaliste de l'homme d'affaires commence à irriter certains membres de l'équipe. Un technicien assistant murmure quelque chose en mouré, trop bas pour être entendu clairement, mais son expression furieuse ne laisse aucun doute sur ses sentiments. Le journaliste, cependant, reste professionnel. Hochant légèrement la tête, comme s'il pesait les mots de son invité. Permettez-moi d'insister, dit-il, posant ses notes sur la table. Si ces relations sont si bénéfiques, pourquoi tant de Burkinabés, y compris des experts économiques, dénoncent-ils des pratiques injustes, notamment en ce qui concerne le franc CFA et les transferts financiers vers la France? L'homme d'affaires hausse les épaules, comme si la question était sans importance. Le franc CFA est une monnaie stable qui garantit la sécurité économique de cette région. Quant aux transferts financiers, ils sont réglementés par des accords internationaux transparents. Ceux qui critiquent ces systèmes ne comprennent souvent pas leur fonctionnement complexe. La tension dans le studio devient presque tangible. Les regards des techniciens convergent vers l'homme d'affaires, leur visage exprimant un mélange de colère contenue et de frustration. Le journaliste, sentant l'atmosphère chargée, décide de pousser encore plus loin. Et que pensez-vous des mouvements populaires qui, inspirés par des figures comme Thomas Sankara ou même les actuels partisans d'Ibrahim Traoré, réclament une rupture totale avec ces systèmes qu'ils considèrent comme oppressifs? L'homme d'affaires esquisse un sourire sarcastique. Ces mouvements, répond-il avec une indifférence calculée, sont souvent conduits par des idéalistes qui ignorent la réalité économique. Ils rêvent d'autonomie, mais sans comprendre que l'indépendance économique totale, dans le contexte actuel, serait un suicide financier pour ce pays. Ces mots provoquent une onde de choc dans le studio. Un murmure indigné parcourt l'environnement, suivi de quelques exclamations étouffées en mouret. Un jeune assistant de production, jusqu'alors discret dans un coin du studio, visiblement bouleversé. Le journaliste, conscient de l'impact des déclarations de l'homme d'affaires, prend une profonde inspiration. Il sait que ce dialogue vient de franchir un point de non-retour. L'homme d'affaires français, inconscient de l'onde de choc qu'il vient de provoquer, poursuit son raisonnement. Ces soi-disant partisans d'Ibrahim Traoré, ajoute-t-il, avec un sourire méprisant, ne sont rien d'autre que des nostalgiques d'un passé révolu. Ils rêvent d'une utopie qui n'a jamais fonctionné et qui, si elle était mise en œuvre aujourd'hui, plongerait ce pays dans le chaos économique.
Ces mots tombent comme une pierre dans un lac tranquille. Un murmure indigné parcourt le studio, suivi de quelques exclamations étouffées, en mourré. Les techniciens échangent des regards furieux, certains secouant la tête d'incrédulité. L'un d'eux murmure distinctement, ce type ne comprend rien. Le réalisateur, derrière la caméra, serre les poings, visiblement contrarié. Le journaliste, bien qu'accoutumé à gérer des situations tendues, semble également surpris. Il essaie de garder son calme, mais ses articulations blanchissent légèrement alors qu'il serre son stylo. « Monsieur », dit-il d'un ton mesuré, « vos paroles seront probablement perçues comme insultantes par beaucoup ici. Croyez-vous vraiment qu'il est interrompu par une voix claire et ferme ? Venant du fond du studio. « Excusez-moi, monsieur », dit Ibrahim Traoré, qui était resté silencieux en observant le débat. Tous les regards se tournent vers lui. Le réalisateur hésite un instant, surpris, mais finit par faire signe à l'équipe technique de ne pas couper la transmission. Le journaliste, après un bref moment d'hésitation, acquiesce. « Très bien, dit-il. Avez-vous quelque chose à dire ? » Ibrahim s'avance lentement vers la table, ajustant le micro avec une confiance inattendue. Il se présente calmement. « Je suis Ibrahim Traoré, président de ce pays. Je suis le représentant d'un peuple qui réclame justice et dignité depuis des décennies. Si vous me le permettez, j'aimerais répondre à certaines des affirmations faites ici. » L'homme d'affaires français, légèrement déconcerté, lève un sourcil. Le président veut intervenir, dit-il avec un sourire sarcastique. Eh bien, voyons ce que vous avez à dire. Ibrahim prend une profonde inspiration, son regard fixé sur l'homme d'affaires. Monsieur, commence-t-il dans un français impeccable, vos paroles reflètent une profonde incompréhension de la réalité burkinabé. Vous parlez d'un rôle civilisateur, mais vous ignorez que ce rôle a souvent été synonyme d'exploitation et de domination. Vos entreprises ont peut-être construit des infrastructures, mais elles ont également extrait des richesses. Dénonce son arrogance et son ignorance des réalités africaines. Des appels au boycott des entreprises françaises en Afrique émergent, augmentant la pression sur les multinationales pour qu'elles révisent leurs pratiques. Dans le même temps, le gouvernement d'Ibrahim Traoré saisit l'occasion pour promouvoir ses politiques d'autonomie économique. Inspiré par l'intervention d'Ibrahim, le président lance une série de mesures pour réduire la dépendance du pays vis-à-vis des investissements étrangers. Parmi ces initiatives figurent la promotion des industries locales, la réforme du système monétaire et l'encouragement des partenariats sud-sud. Ces efforts reçoivent un soutien massif de la population burkinabé qui voit désormais dans ces politiques une réelle chance de transformation. L'incident devient rapidement un symbole de la lutte contre le néocolonialisme économique en Afrique. Des universitaires et des analystes politiques étudient l'événement comme un moment décisif, comparant Ibrahim à des figures historiques telles que Thomas Sankara ou Patrice Lumumba. Son discours est étudié dans les facultés d'économie et de sciences politiques, inspirant une nouvelle génération d'activistes et de leaders africains. De retour au studio, Ibrahim est acclamé comme un héros. Le journaliste profondément touché par l'impact de l'interview invite Ibrahim à collaborer à une série de programmes spéciaux consacrés à la décolonisation économique. Ensemble, ils explorent des solutions concrètes pour construire un avenir plus juste et équitable pour le Burkina Faso et pour l'Afrique dans son ensemble. Quant à l'homme d'affaires français, il quitte le Burkina Faso sous une pluie de critiques et de regards hostiles. Son image est gravement endommagée et il devient un exemple vivant des dangers de l'arrogance coloniale dans un monde qui aspire à plus de justice et d'égalité. Pour beaucoup, son humiliation publique symbolise la fin d'une ère où les puissances occidentales pouvaient imposer leur volonté sans être tenues responsables. Dans les mois qui suivent, le Burkina Faso connaît une vague sans précédent de fierté nationale. Des artistes locaux créent des chansons et des œuvres d'art inspirées par Ibrahim et son courage. Les écoles intègrent son discours dans leurs programmes, enseignant aux nouvelles générations l'importance de l'autodétermination et de la dignité. L'incident dans le studio de télévision devient une légende, un puissant rappel que même